7 avril 1954 Table des séances. Perrier. Lacan. Cet imaginaire est dominé par un certain mode d'impression. Il est possible d'en présenter les caractéristiques du réel sur l'image. Monsieur Alain soulignait que l'on ne comptait pas les colonnes sur l'image mentale que l'on avait du Panthéon. À quoi je lui aurais volontiers répondu, sauf pour l'architecte du Panthéon, c'est là tout le jeu. Nous voici introduits, par cette petite porte latérale, dans quelque chose où, vous allez voir, il va s'agir abondamment aujourd'hui des rapports du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Jean Hippolyte. Est-ce qu'on pourra vous poser une question sur la structure de l'image optique, grossièrement, parce que c'est allé un peu vite. Je veux vous demander des précisions matérielles. Lacan, je suis très heureux que vous les posiez, le temps que Perrier reprenne souffle. Jean Hippolyte. C'est peut-être parce que je comprends un peu mal, et si on en reparle une ou deux fois. Je vous demande la permission de vous poser des questions. Peut-être que je n'ai pas bien compris, matériellement. Lacan. Alors, si vous n'avez pas bien compris, les autres qui sont ici. Jean Hippolyte. Si j'ai bien compris, il s'agit de la structure matérielle, il y a un miroir sphérique, dont l'objet, situé au centre du miroir, a son image réelle renversée au centre du miroir. Cette image serait sur un écran. Au lieu de se faire sur un écran, nous pouvons l'observer à l'œil. Lacan. Parfaitement. Parce que c'est une image réelle, pour autant que l'œil accommode sur un certain plan, d'ailleurs désigné par l'objet réel. Dans l'expérience réelle, il s'agissait d'un bouquet renversé qui venait se situer dans l'encolure d'un vase réel. Pour autant que l'œil accommode sur l'image réelle, il voit cette image. Elle arrive à se former nettement dans la mesure où les rayons lumineux viennent tous converger sur un même point d'espace virtuel, c'est-à-dire où, à chaque point de l'objet correspond un point de l'image. Jean Hippolyte, l'œil est placé dans le cône lumineux, il voit l'image, sinon il ne la voit pas. Lacan. L'expérience prouve que pour être perçu, il est nécessaire que l'observateur soit assez peu écarté de l'axe de l'appareil. Du miroir sphérique, dans une sorte de prolongement de l'ouverture de ce miroir. 163. Jean Hippolyte. Dans ce cas-là, si nous mettons un miroir plan, le miroir plan donne de l'image réelle considérée comme un objet, une image virtuelle. Lacan. Bien sûr. Tout ce qui peut se voir directement peut se voir dans un miroir, et c'est exactement comme s'il était vu un ensemble composé d'une partie réelle et d'une partie virtuelle qui sont symétriques, se correspondant deux à deux. La partie virtuelle s'y constitue comme phénomène correspondant à la partie réelle opposée, et inversement, de sorte que ce qui est vu dans le miroir, l'image virtuelle dans le miroir, est vue comme serait l'image réelle qui fait fonction d'objet dans cette occasion, par un observateur imaginaire, virtuel, qui est dans le miroir, à la place symétrique. Jean Hippolyte. J'ai recommencé les constructions, comme au temps du Bachot ou du PCB. Physique, chimie, biologie, année préparatoire à la 1. R année de médecine. Une image réelle d'un objet réel, une image virtuelle, etc. Mais il y a l'œil qui regarde dans ce miroir, pour apercevoir l'image virtuelle. De l'image réelle. Lacan. Du moment que je peux apercevoir l'image réelle qui serait ici, en plaçant le miroir à mi-chemin je verrai de là où je suis. C'est-à-dire quelque part qui peut varier entre cette image réelle et le miroir sphérique, ou même derrière. Apparaître dans ce miroir, pour peu qu'il soit convenablement placé, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne axiale de tout à l'heure. Cette même image réelle se profilant sur le fond confus que donnera, dans un miroir plan, la concavité d'un miroir sphérique. Jean Hippolyte, quand je regarde dans ce miroir, j'aperçois tout à la fois le bouquet de fleurs virtuelles, et mon œil virtuel. Lacan. Oui, pour peu que mon œil réel existe et ne soit pas lui-même un point abstrait. Car j'ai souligné que nous ne sommes pas un œil. Et je commence à entrer, là, dans l'abstraction.
Jean-Hippolyte, donc, j'ai bien compris l'image. Il reste la correspondance symbolique. Lacan, c'est ce que je vais tâcher de vous expliquer un peu. Jean-Hippolyte. En particulier, la correspondance, quel est le jeu des correspondances entre l'objet réel, les fleurs, l'image réelle, l'image virtuelle. L'œil réel et l'œil virtuel. Sinon, commençons par l'objet réel, que représentent pour vous les fleurs réelles, dans la correspondance symbolique à ce schéma. Lacan. L'intérêt de ce schéma, c'est bien entendu qu'il peut être à plusieurs usages. Et Freud nous a ainsi déjà construit quelque chose de semblable, et nous a tout spécialement indiqué, d'une part dans la Troon de Tung, et d'autre part dans la Brice, que c'était ainsi. La forme, le phénomène imaginaire, que devaient être conçus les instances psychiques. Il l'a dit au moment de la Troon de Tung. Et quand il a fait le schéma de ces épaisseurs où viennent s'inscrire, à partir de là, perceptions et souvenirs, les uns composants. Le conscient, les autres l'inconscient, venant se projeter avec la conscience, venant éventuellement fermer la forme stimulus-réponse. Qui était à cette époque le plan sur lequel on essayait de faire comprendre le circuit du vivant. Et dans ces différentes épaisseurs, nous pouvons voir quelque chose qui serait comme la superposition d'un certain nombre de pellicules photographiques. Il est certain que le schéma est imparfait. Il faut tout le temps supposer. Jean-Hippolyte, je me suis déjà servi de votre schéma, je cherche les premières correspondances. Lacan. Les primitives correspondances. Dans ceci nous pouvons, pour fixer les idées, au niveau de l'image réelle, laquelle est en fonction de contenir et du même coup exclure un certain nombre d'objets réels, nous pouvons par exemple lui donner la signification des limites du moi, les voir se former au niveau de l'image réelle dans une certaine dialectique. Car tout cela n'est que de l'usage de relation. Si vous donnez telle fonction à un élément du modèle, tel autre prendra telle autre fonction. Partons de là. 164. Jean-Hippolyte. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, admettre que l'objet réel signifie la gégambide, la réplique sexuelle du moi? Je veux dire, dans le schéma animal, le mâle trouve la gégambide, c'est-à-dire sa contrepartie complémentaire dans la structure. Lacan, puisqu'il faut une gégambide. Jean-Hippolyte, le mot est de Hegel. Lacan. Le terme même de gégambide implique correspondance à une inambide, que l'on appelle correspondance de l'inenwelt et de l'umwelt. Jean-Hippolyte. Ce qui m'amène à dire que si l'objet réel, les fleurs, représente l'objet réel corrélatif, animalement parlant, du sujet animal percevant, alors l'image réelle du pot de fleurs représente la structure imaginaire reflétée de cette structure réelle. Lacan. Vous ne pouvez pas mieux dire. C'est exactement, au départ, quand il ne s'agit que de l'animal d'abord, et dans l'appareil quand il ne s'agit que de ce qu'il se produit avec le miroir sphérique, c'est-à-dire quand l'image est cette première définition. Cette première construction que je vous en ai donnée, que du miroir sphérique la production d'une image réelle. Est ce phénomène intéressant, qu'une image réelle vient se mêler aux choses réelles. Si nous nous limitons à cela, c'est en effet une façon dont nous pouvons nous représenter cette inambide, qui permet à l'animal de rechercher exactement, à la façon dont la clé recherche une serrure, ou dont la serrure recherche la clé, son partenaire spécifique. De diriger sa libido là où elle doit l'être, pour cette propagation de l'espèce dont je vous ai fait remarquer un jour que, dans cette perspective, nous pouvons déjà saisir d'une façon impressionnante le caractère essentiellement transitoire de l'individu. Par rapport au type. Jean-Hippolyte, le cycle de l'espèce. Lacan. Non seulement le cycle de l'espèce, mais le fait que l'individu est tellement captif du type, que par rapport à ce type, il s'anéantit. Il est, comme dirait Hegel, je ne sais s'il l'a dit déjà mort, par rapport à la vie éternelle de l'espèce, il est déjà mort. Jean-Hippolyte. J'ai fait dire cette phrase à Hegel, en commentant votre image, qu'en fait, le savoir, c'est-à-dire l'humanité, est l'échec de la sexualité.
Lacan, nous allons là un petit peu vite. Jean Hippolyte. C'est simplement le cycle. Ce qui était important pour moi est que l'objet réel fleurs ou vase, selon les cas peut être pris comme la contrepartie réelle qui est de l'ordre de l'espèce de l'individu réel. Mais qu'alors se produit un développement dans l'imaginaire, qui permet que cette contrepartie dans le seul miroir sphérique devienne aussi une image réelle qui est en quelque sorte l'image qui fascine comme telle, en l'absence même de l'objet réel qui s'est projeté dans l'imaginaire, qui fascine l'individu. Et le capte jusqu'au miroir plan. 165. Lacan. Par exemple, ça nous permet d'appréhender déjà quelque chose d'une façon imagée, cette sorte d'épaississement, par rapport à la perception du monde extérieur, de condensation, d'opacification, que représente la captation libidinale en tant que telle. On peut dire que chez l'animal, au moins quand il est pris dans un cycle de comportement d'un type instinctuel, il s'ouvre dans le monde extérieur pour autant. Vous savez combien c'est délicat et complexe de mesurer ce qui est perçu et non perçu par l'animal. La perception de l'animal semble aller beaucoup plus loin chez lui aussi que ce qu'on peut mettre en valeur à propos d'un certain nombre de comportements expérimentaux, c'est-à-dire artificiels. Nous pouvons constater qu'il peut faire des choix à l'aide de choses que nous ne soupçonnions pas. Néanmoins, nous savons aussi que quand il est pris dans un comportement instinctuel, il est tellement englué dans un certain nombre de conditions imaginaires que c'est justement là où il semblerait justement le plus utile qu'il ne se trompe pas, que nous le leurrons le plus facilement. En d'autres termes, cette fixation libidinale sur certains termes se présente comme pour nous, comme une espèce d'entonnoir. C'est de là que nous partons. Mais s'il est nécessaire de constituer un appareil un tout petit peu plus complexe et astucieux, pour l'homme, c'est que précisément pour lui ça ne se produit pas comme ça. Alors si vous voulez, là. Puisque nous sommes partis, puisque c'est vous qui avez eu la gentillesse de me relancer là, pour aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi je ne commencerai pas là à rappeler le thème et le lien fondamental, le désir de l'homme et le désir de l'autre. Et comment le trouvons-nous? Justement c'est cela qui est exprimé dans le modèle par le miroir plan. C'est là aussi où nous retrouvons le stade du miroir classique de Jacques Lacan, pour autant qu'il reste classique dans un petit cercle. C'est là que nous le retrouvons, puisque ce qui apparaît dans le développement, le caractère de tournant, de virage, qu'a un certain moment la sorte de triomphe, d'exercice triomphant de lui-même que l'individu fait de sa propre image dans le miroir. Et nous pouvons par un certain nombre de corrélations de son comportement comprendre qu'il s'agit là pour la première fois d'une sorte de saisie anticipée, d'une maîtrise. Là, nous touchons du doigt à quelque chose d'autre qui est ce que j'ai appelé l'urbide, mais aussi dans un autre sens que le mot bilt, qui vous servait tout à l'heure, le premier modèle de quelque chose où se marque chez l'homme cette sorte de retard, de décollement, de béance, par rapport à sa propre libido, qui fait qu'il y a une différence radicale entre la satisfaction d'un désir et la course après l'achèvement du désir, qui est essentiellement quelque chose d'autre. Une sorte de négativité introduite à un moment pas spécialement originel, mais crucial, tournant. Une sorte de négativité introduite dans le désir lui-même, saisie dans l'autre d'abord et sous la forme même la plus radicale, la plus confuse, mais qui ne cesse de se développer par la suite. Car cette relativité du désir humain, par rapport au désir de l'autre, nous le connaissons dans toute réaction où il y a rivalité, concurrence, et même jusque dans tout le développement de la civilisation, y compris cette sympathique et fondamentale exploitation de l'homme par l'homme, dont nous ne sommes pas près de voir la fin, pour la raison qu'elle est absolument structurale. Et qu'elle constitue, admise une fois pour toutes par égale, la structure même de la notion du travail. Ce n'est plus le désir, là, mais la complète médiation de l'activité en tant que proprement humaine, engagée dans la voie des désirs humains. C'est ce que nous trouvons là, l'origine duel. Pour cette valeur de l'image, ce que nous voyons, c'est que si le désir est originellement déjà repéré et reconnu dans l'imaginaire
proprement humain, c'est exactement à ce moment-là, puisque c'est par l'intermédiaire, pas seulement de sa propre image, mais du corps de son semblable que ceci se produit, c'est à ce moment-là que se sépare chez l'être humain, la conscience en tant que conscience de soi. Nous y reviendrons encore. C'est exactement pour autant que c'est dans le corps de l'autre qu'il reconnaît son désir, que l'échange se fait, et pour autant que son désir est passé de l'autre côté, ce corps de l'autre il se l'assimile. Il se reconnaît comme corps. Il y a une chose qui reste certainement, absolument, disons sous forme de point d'interrogation, que rien ne permet d'affirmer. De conclure, c'est que l'animal est une conscience séparée de son corps comme tel, que sa corporéité soit pour lui un élément objectivable, qui se situe quelque part, qui se repère comme corps. Jean Hippolyte, statutaire, dans le double sens. Lacan. Exactement, alors qu'il est bien certain que s'il y a une donnée pour nous fondamentale avant même toute émergence du registre. 2. La conscience malheureuse, en donnant comme tout à l'heure la première surgence, c'est dans cette distinction de notre conscience et de notre corps, quelque chose qui fait de notre corps quelque chose de factice, dont notre conscience est bien impuissante de se détacher, mais dont elle se conçoit, les termes ne sont peut-être pas les plus propres, comme distincte. 166. Cette distinction de la conscience et du corps se fait dans cette sorte de brusque interchangement de rôle qui se fait dans l'expérience du miroir quand il s'agit de l'autre. En d'autres termes, de la même façon que nous disions hier soir. C'est peut-être de ça qu'il s'agit, c'est quand, à propos du mécanisme, Manoni nous apportait la notion que dans les rapports interpersonnels même, quelque chose de toujours factice s'introduit, c'est la projection du mécanisme de l'autrui sur nous-mêmes. Et la même chose que le fait que nous nous reconnaissons comme corps pour autant que ces autres, indispensables pour reconnaître notre désir, ont aussi un corps, plus exactement que nous l'avons comme eux. Jean Hippolyte, ce que je comprends mal, plutôt que la distinction de soi-même et du corps, c'est la distinction de deux corps. Lacan bien sûr. Jean Hippolyte, puisque le soi se représente comme le corps idéal et le corps que je sens, il y a deux. Lacan. Non, certainement pas. Parce que précisément, justement c'est là où la découverte et la dimension de l'expérience freudienne prennent leur rapport essentiel, c'est que l'homme dans ses premières phases n'arrive pas d'emblée, d'aucune façon, à un désir surmonté. Il est d'abord un désir morcelé. Ce qu'il reconnaît et fixe dans cette image de l'autre, c'est un désir morcelé. Et l'apparente maîtrise de l'image du miroir lui est donnée au moins virtuellement comme totale, comme idéalement une maîtrise. Jean Hippolyte c'est ce que j'appelle le corps idéal. Lacan. Oui. C'est l'idyllique. Alors que son désir, lui, justement n'est pas constitué, ce qu'il trouve dans l'autre c'est d'abord une série de plans ambivalence, d'aliénation de son désir, mais d'un désir lui-même qui est encore un désir en morceaux, comme tout ce que nous connaissons. De l'évolution instinctuelle nous en donne le schéma, puisque la théorie de la libido dans Freud est faite de la conservation, de la composition progressive d'un certain nombre de pulsions partielles, qui réussissent, ou ne réussissent pas, à aboutir à un désir mûr. Jean Hippolyte. Je crois que nous sommes bien d'accord ? Vous disiez non tout à l'heure. Nous sommes bien d'accord ? Si je dis deux corps. Ça veut dire simplement que ce que je vois constitué, soit dans l'autre, soit dans ma propre image dans le miroir, c'est ce que je ne suis pas, en fait, ce qui est au-delà de moi. C'est ce que j'appelle le corps idéal, statutaire, ou statut, comme dit Valérie. Dans la jeune Parc, mais ma statue en même temps frissonne, est-ce le mot exact? C'est-à-dire se décompose. Sa décomposition est ce que j'appelle l'autre corps. Lacan. Le corps comme désir morcelé se cherchant, et le corps comme idéal de soi se reprojette du côté du sujet comme corps morcelé, pendant qu'il voit l'autre comme corps parfait. Pour lui, un corps morcelé est une image essentiellement démembrable de son corps. Jean Hippolyte.
Les deux se reprojettent l'un sur l'autre en ce sens que, tout à la fois, ils se voient comme statue et se démembrent en même temps. Projette le démembrement sur la statue, et dans une dialectique non finissable. Je m'excuse d'avoir répété ce que vous aviez dit. Pour être sûr d'avoir bien compris. Lacan. Nous ferons si vous voulez, un pas de plus tout à l'heure. Enfin le réel, comme de bien entendu, malgré qu'il soit là en deçà du miroir. Qu'y a-t-il au-delà? Nous avons déjà vu qu'il y a cet imaginaire primitif de la dialectique spéculaire avec l'autre, qui est absolument fondamental. Alors, soulignons au passage que nous pouvons dire, en deux sens, qu'elle introduit déjà la dimension mortelle de l'instinct de mort. Dimension de la destrudo. 1. En tant qu'elle participe de ce qu'a d'irrémédiablement mortel pour l'individu tout ce qui est de l'ordre de la captation libidinale, pour autant qu'elle est en fin de compte soumise à cet X de la vie éternelle. 2. C'est ce que je crois qui est le point important mis en relief par la pensée de Freud, c'est là aussi ce qui n'est pas complètement distingué dans ce qu'il nous apportait au-delà du principe du plaisir, c'est que l'instinct de mort prend chez l'homme une autre signification précisément en ceci que sa libido est originellement en quelque sorte contrainte de passer par une étape imaginaire. 167. De plus cette image, si vous voulez, s'explique justement, c'est tout le guidage pour lui de l'atteinte à la maturité de la libido. À cette adéquation de la réalité de l'imaginaire qu'il y aurait en principe par hypothèse, après tout, qu'en savons-nous? Chez l'animal, dont il semble, et de toujours, qu'elle est tellement plus évidente que c'est de là même qu'est sorti le grand fantasme de la natura matée, de l'idée même de la nature. Que l'homme par rapport à cela se représente son inadéquation originelle par quelque chose qui s'exprime de mille façons, même tout à fait objectivable dans son être, toute spéciale impuissance dès l'origine de sa vie. Cette prématuration de la naissance, ce n'est pas les psychanalystes qui l'ont inventée. Il est évident, histologiquement au moins, que cet appareil nerveux qui joue dans l'organisme ce rôle encore sujet à discussion, est inachevé à sa naissance. C'est pour autant qu'il a à rejoindre l'achèvement de sa libido avant d'en rejoindre l'objet, que s'introduit cette faille spéciale qui se perpétue chez lui. Dans cette relation alors à un autre, infiniment plus mortel pour lui que pour tout autre animal, et qu'il confond cette image du maître, qui est en somme ce qu'il voit sous la forme de l'image spéculaire alors, qu'il confond d'une façon tout à fait authentique, qu'il peut nommer, avec l'image de la mort. Il peut être en présence du maître absolu, il y est originellement, qu'on le lui ait enseigné. Ou pas, pour autant qu'il est déjà soumis à cette image. Jean Hippolyte, l'animal est soumis à la mort quand il fait l'amour, mais il n'en sait rien. Lacan, tandis que l'homme, lui, le sait. Il le sait, et il l'éprouve. Jean Hippolyte, cela va jusqu'à dire que c'est lui qui se donne la mort, il veut par l'autre sa propre mort. Lacan, nous sommes bien tout d'accord que l'amour est une forme de suicide. Dr Lang. Il y a un point sur lequel vous avez insisté, dont je n'ai pas bien saisi la portée, du moins la portée de votre insistance, c'est le fait qu'il faut être dans un certain champ par rapport à l'appareillage en question. C'est évident du point de vue optique. Mais je vous ai vu insister à plusieurs reprises. Lacan. En effet, je vois que je n'ai pas montré assez le bout de l'oreille. Vous avez vu le bout de l'oreille, mais pas son point d'insertion. Il est certain que ce dont il s'agit, là aussi, peut jouer sur plusieurs plans, soit que nous interprétions les choses au niveau de la structuration, de la description, ou du maniement de la cure. Mais vous voyez qu'il est particulièrement commode d'avoir un schéma tel que le sujet, l'observateur dans mon schéma, restant toujours à la même place, il est commode que ce puisse être de la mobilisation d'un plan de réflexion que dépende à un moment donné toute l'apparence de cette image. Car si en effet, on ne peut la voir avec une suffisante complétude que d'un certain point virtuel d'observation, si vous pouvez faire changer ce point virtuel comme vous voulez, il est clair que, quand le miroir virera, ce ne sera pas seulement le fond, à savoir
ce que le sujet peut voir au fond, par exemple lui-même ou un écho de lui-même, comme le faisait remarquer M. Hippolyte. Qui changera ? En effet, quand on fait bouger un miroir plan, il y a un moment où un certain nombre d'objets sortent du champ. Ce sont évidemment les plus proches qui sortent en dernier lieu. Ce qui déjà peut servir à expliquer certaines façons dont se situe l'idyllique par rapport à quelque chose d'autre que je laisse. Pour à présent sous forme énigmatique, que j'ai appelé l'observateur. Vous pensez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un observateur. Il s'agit en fin de compte justement de la relation symbolique, à savoir du point dont on parle, à partir duquel il est parlé. Mais ce n'est pas seulement ça ce qui change. Si vous inclinez le miroir, l'image elle-même change, c'est-à-dire que, sans que l'image réelle bouge, du seul fait que le miroir change, l'image, que le sujet, placé ici, du côté du miroir sphérique, verra dans ce miroir. Passera, je croyais l'avoir indiqué, d'une forme de bouche à une forme de phallus, ou d'un désir plus ou moins complet, à ce type de désir. Que j'appelais tout à l'heure morcelé. En d'autres termes, cela permettra de conjoindre, ce qui a toujours été l'idée de Freud. La notion de régression topique, de montrer ses corrélations possibles avec la régression qu'il appelle Zeitlichentwicklungsgeschichte. Ce qui montre bien combien lui-même était embarrassé avec tout ce qui était de la relation temporelle. Il dit, Zeitlich, c'est-à-dire temporel, puis un tiret et, de l'histoire du développement. Vous savez bien quelle sorte de contradiction interne il y a entre le terme Entwicklung et le terme Geschichte. Et il les conjoint tous les trois, et puis débrouillez-vous. Mais, bien sûr, si nous n'avions pas encore à nous débrouiller, il n'y aurait pas besoin que nous soyons là et ce serait bien malheureux. Allez-y, Perrier. 168. François Perrier. François Perrier. Oui, ce texte 23. Lacan. Ce texte vous a paru un peu embêtant. François Perrier. En effet, je pense que le mieux serait sans doute de brosser un schéma de l'article. C'est tout simplement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense que vous voulez ensuite aller à la découverte, de manière plus précise et plus détaillée. C'est un article que Freud introduit en nous disant qu'il y a intérêt et avantage à établir un parallèle, qu'il est instructif d'établir un parallèle entre certains symptômes morbides et les prototypes normaux qui nous permettent justement de les étudier, par exemple le deuil, la mélancolie, le rêve et le sommeil, et certains états narcissiques. Lacan. À propos, il emploie le terme de morbide, ce qui va bien dans le sens du terme de Bildung, pour désigner les prototypes normaux. François Perrier. Il en vient à l'étude du rêve dans le but, qui apparaîtra à la fin de l'article, d'approfondir l'étude de certains phénomènes, tels qu'on les rencontre dans les affections narcissiques, dans la schizophrénie par exemple. Lacan, les préfigurations normales dans une affection morbide, normal vorbilde Krankhafte affectionen. François Perrier. Alors il nous dit que le sommeil est un état de dévêtement psychique qui ramène le dormeur à un état analogue à l'état primitif phtal. Cet état l'amène également à se dévêtir de toute une partie de son organisation psychique, comme on se défait d'une perruque, de ses fausses dents, de ses vêtements, avant de s'endormir. Lacan. C'est très curieux et amusant qu'à propos de cette image même du narcissisme du sujet, qui est donnée comme étant l'essence fondamentale du sommeil, Freud fasse cette remarque qui ne semble pas aller dans une direction bien physiologique. Ce n'est pas vrai pour tous les êtres humains. Sans doute il est d'usage de quitter ses vêtements, mais on en remet d'autres. Cette image qu'il nous sort tout d'un coup, de quitter ses lunettes, nous sommes un certain nombre à être doués des infirmités qui les rendent nécessaires, mais aussi ces fausses dents, ces faux cheveux, image hideuse de l'être qui se décompose, et précisément. À ce propos, on peut ainsi accéder au registre du caractère partiellement décomposable, spécialement démontable et aussi imprécis. Quant à ces limites de ce qui est le moi humain, puisqu'en fin de compte, en effet les fausses dents, assurément ne font pas partie de mon moi. Mais jusqu'à quel point mes vraies dents en font-elles partie ?
puisqu'elles sont si remplaçables. Déjà l'idée du caractère ambigu, incertain de ce qui est à proprement certain, les limites du moi, est mis là tout à fait au premier plan d'entrée en portique. De cette introduction à l'étude métapsychologique du rêve, dont le portique est d'abord la préparation. Signification aussi du même coup, du sommeil. François Perrier. Dans le paragraphe suivant, il en vient à quelque chose qui semble être raccourci de tout ce qu'il va étudier par la suite. C'est un peu difficile à comprendre quand on n'a pas lu le reste. Il en vient à rappeler que, quand on étudie les psychoses, on constate qu'on est chaque fois mis en présence de régressions temporelles, c'est-à-dire de ces points jusqu'auxquels chaque cas revient sur les étapes de sa propre évolution. Alors il nous dit que l'on constate de telles régressions, l'une dans l'évolution du moi, et l'autre dans l'évolution de la libido. La régression de l'évolution de la libido dans ce qui correspond à tout cela dans le rêve amènera, dit-il, au rétablissement du narcissisme primitif. Et la régression de l'évolution du moi dans le rêve également amènera à la satisfaction hallucinatoire du désir. Ceci a priori ne semble pas extrêmement clair, ou tout au moins pas pour moi. 23 Sigmund Freud, Métapsychologie Scherganzang zur Trauer, 1915, complément métapsychologique de la théorie des rêves, in Métapsychologie, Gallimard, 1968. 169. Lacan, ce sera peut-être un peu plus clair avec ce schéma. François Perrier, oui monsieur, mais je ne suis pas au stade où j'ai confronté ce texte avec votre schéma. Lacan. C'est pour cela que je vous demande de parler aujourd'hui au niveau où tout le monde peut le prendre. C'est très bien de souligner en effet les points énigmatiques à proprement parler. François Perrier. On peut déjà le pressentir, en pensant qu'il part de régression temporelle, de régression dans l'histoire du sujet, et de ce fait. La régression de l'évolution du moi amènera à cet état tout à fait élémentaire, primordial, non évolué, non élaboré, qui est la satisfaction hallucinatoire du désir. Il va tout d'abord nous faire recheminer avec lui dans l'étude du processus du rêve, et en particulier dans l'étude de ce qu'on peut appeler le narcissisme du sommeil, pour approfondir la connaissance qu'on peut en avoir en fonction même de ce qu'il se passe, c'est-à-dire du rêve. Il parle tout d'abord de l'égoïsme du rêve, et c'est un terme qui choque un peu, pour le comparer au narcissisme. Lacan, comment le justifie-t-il, l'égoïsme du rêve? François Perrier, il dit que, dans le rêve, c'est toujours la personne du dormeur qui est le personnage central. Lacan. Et qui joue le principal rôle? Qui est-ce qui peut me dire ce qu'est exactement agnosirant? C'est un terme allemand que je n'ai pas trouvé, mais son sens n'est pas douteux, il s'agit de cette personne qui doit toujours être reconnue comme la personne propre. LS die Genesu agnosirant. Sowie sans luire, der Tromessiae absolu egoistisch, und die Person, die in seinen die Obtroll spiele,essiae immer LS die Gene. Zu agnosirant. Quelqu'un peut-il me donner une indication sur l'usage de ce mot? André Léman. Justement, il n'emploie pas anerkennen, ce qui impliquerait la dimension de la reconnaissance où nous l'entendons sans cesse. Dans notre dialectique, la personne du dormeur est à reconnaître, au niveau de quoi? De notre interprétation ou de notre mantique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a justement toute la différence entre le plan de l'anerkennen et le plan de l'agnosirant, ce que nous comprenons, et ce que nous savons, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, ce qui porte quand même la marque d'une ambiguïté fondamentale. Car il est assuré que Freud lui-même quand dans la Trauung de Terme il nous analyse le rêve célèbre, à propos duquel il nous marque la façon la plus émouvante, car plus nous avançons, plus nous pourrons voir ce qu'il y avait de génial dans ses premières approches vers la signification du rêve et de son scénario. À Madame X, peut-être pouvez-vous donner une indication sur cet agnosirant. Madame X. Parfois Freud emploie des mots qui ont été employés à Vienne. C'est quelque chose qu'on n'emploie plus en allemand. Mais le sens que vous avez donné est juste. Lacan.
C'est intéressant, en effet, cette signification du milieu viennois. Freud nous donne à ce propos une appréhension tellement profonde de son rapport avec le personnage fraternel, avec cet ami-ennemi, dont il nous dit que c'est un personnage absolument fondamental dans son existence, qu'il faut qu'il y en ait toujours un qui soit recouvert par cette sorte de gégambide. Mais en même temps, c'est par l'intermédiaire de ce personnage, qui est ici incarné par son collègue du laboratoire. On a évoqué sa personne au début de ces séminaires, quand nous avons un peu parlé des premières étapes de Freud à la vie scientifique. C'est à propos et par l'intermédiaire de ce collègue, de ses actes, de ses sentiments, qu'il projette, fait vivre dans le rêve. Ce qui est le désir latent du rêve, savoir les revendications profondes de sa propre agression, de sa propre ambition. De sorte que cet éjeuner person est tout à fait ambigu. C'est dans l'autre, et à l'intérieur même de la conscience du rêve. Plus exactement de son mirage, à l'intérieur du mirage du rêve, en effet, que nous devons chercher dans la personne qui joue le rôle principal, la propre personne du dormeur. Mais justement, ce n'est pas le dormeur, c'est l'autre. 170. François Perrier. Alors, il se demande si narcissisme et égoïsme ne sont pas en vérité une seule et même chose. Et il nous dit que le mot « narcissisme » ne sert qu'à mieux marquer, souligner le caractère libidinal de l'égoïsme et, autrement dit, que le narcissisme peut être considéré comme le complément libidinal de l'égoïsme. Il en vient à une incidente. Il parle du pouvoir du diagnostic du rêve. En nous rappelant qu'on perçoit souvent dans ses rêves, d'une manière absolument inapparente à l'état de veille, certaines modifications organiques qui permettent de poser en quelque sorte prématurément le diagnostic de quelque chose, encore inapparent à l'état de veille, et à ce moment le problème de l'hypocondrie apparaît. Lacan. Alors là, quelque chose d'un peu astucieux, un peu plus calé. Réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette sorte d'échange qui se produit, de cette image de l'autre en tant que justement elle est libidinalisée, narcissisée. Dans la situation imaginaire, elle est du même coup exactement comme je vous disais tout à l'heure, chez l'animal, certaines parties du monde étaient opacifiées pour devenir fascinantes, elles l'est, elles aussi. Car enfin si nous sommes capables dans le rêve d'agnosirant la personne propre du dormeur à l'état pur, à l'état de veille, s'il n'a pas lu la Troon de Taine, mais dans cette mesure même il est assez frappant que son pouvoir de distinction fine, de connaissance, en soit d'autant accru, alors que son corps justement, ses sensations annonciatrices de quelque chose d'interne, de synesthésique, capable de s'annoncer dans le sommeil de l'homme, à l'état vigile, dans sa suffisance, il ne les percevra pas. C'est justement pour autant que l'opacification libidinale dans le rêve est de l'autre côté du miroir, que son corps est, non pas moins bien senti, mais mieux perçu, mieux connu. Est-ce que vous saisissez là le mécanisme? Et combien justement dans l'état de veille? C'est pour autant que ce corps de l'autre est renvoyé au sujet que beaucoup de choses de lui-même sont méconnues. Aussi bien d'ailleurs que l'ego soit un pouvoir de méconnaissance, c'est le fondement même de toute la technique analytique. Mais cela va fort loin, jusqu'à la structuration, l'organisation, et du même coup à proprement parler la scotomisation, ici je verrai assez bien l'emploi du terme, et à toutes sortes de choses qui sont autant d'informations qui peuvent venir de nous-mêmes à nous-mêmes. Ce qui est effectivement ce jeu particulier qui renvoie à nous cette corporéité elle aussi d'origine étrangère. Et cela va jusqu'à ils ont des yeux pour ne point voir. Jérémie 5, 21. Laissons cela de côté. Il faut toujours prendre les phrases de l'Évangile au pied de la lettre, sans cela évidemment on n'y comprend rien. On croit que c'est de l'ironie. François Perrier. Le rêve est aussi une projection, extériorisation d'un processus interne. Et il rappelle que cette extériorisation d'un processus interne est un moyen de défense contre le réveil. De même que le mécanisme de la phobie hystérique, il y a cette même projection qui est
elle-même un moyen de défense, et qui vient remplacer une exigence fonctionnelle intérieure. Seulement, dit-il, pourquoi l'intention de dormir se trouve-t-elle contrecarrée? Elle peut l'être soit par une irritation venant de l'extérieur, soit par une excitation venant de l'intérieur. Le cas de l'obstacle intérieur est le plus intéressant, c'est celui qu'on va étudier. Lacan. Il faut bien suivre ce passage, car il permet de mettre un peu de rigueur dans l'usage en analyse du terme « projection ». Ça ne veut pas dire qu'on en fasse toujours un usage rigoureux, bien loin de là. Nous en faisons au contraire perpétuellement l'usage le plus confus. En particulier, nous glissons tout le temps dans l'usage classique qui en effet est la projection de nos sentiments. Comme on dit couramment, sur le semblable. Et ça n'est pas tout à fait ça, vous verrez, dont il s'agit quand nous avons à user. Par la force des choses, par la loi de cohérence du système, quand nous avons à user en analyse du terme de projection. J'y reviendrai maintes fois. Car si nous pouvons arriver à aborder le prochain trimestre le cas Schreber, la question des psychoses, nous aurons à mettre les dernières précisions sur la signification que nous pouvons donner au terme de projection. Il est bien certain que, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devez voir que c'est toujours d'abord du dehors. Que vient ce qu'on appelle ici ce processus interne, c'est d'abord par l'intermédiaire du dehors qu'il est reconnu. François Perrier. Alors, il va être question de savoir, d'entamer en quelque sorte ce narcissisme total qui serait celui du sommeil parfait. Et de voir comment on peut expliquer justement le rêve dans la mesure même où le rêve nécessite certaines exceptions. Dans l'instauration du narcissisme total, autrement dit dans la mesure où, pour que le rêve se produise, il n'y a pas retrait total de tous les investissements, quels qu'ils soient. 171. Tout d'abord, nous dit-il, on sait que les promoteurs du rêve sont les restes diurnes. Autrement dit que ces restes diurnes ne sont pas soumis à un retrait de l'investissement, ce qui reste est au moins partiellement investi, et de ce fait il y a déjà une exception, dans le narcissisme du sommeil. Pour ces restes diurnes, il reste une certaine quantité d'intérêt libidinal, ou autre. Ces restes diurnes nous paraissent sous forme de pensée latente du rêve. Nous sommes obligés, dit-il, vu la situation générale, et conformément à leur nature, de les considérer comme appartenant au système préconquis. Autre difficulté qu'il va falloir résoudre, que l'on peut résumer ainsi, si les restes diurnes forcent l'accès du conscient dans le rêve. Est-ce que cela tient à leur énergie propre, ou non? En fait, dit-il, il est difficile d'admettre que ces restes diurnes s'emparent pendant la nuit d'assez d'énergie pour pouvoir forcer l'attention du conscient et on incline à croire que leur énergie vient en fait des pulsions inconscientes. Et c'est d'autant plus facile à admettre que tout porte à croire également que pendant le sommeil, le barrage entre l'inconscient et le préconquis est fort abaissé. Mais, dit-il, nouvelle difficulté, si le sommeil consiste en un retrait des investissements inconscients et préconscients. Comment l'inconscient pourrait-il investir le préconquis? Il faut donc admettre pour répondre à cette question qu'une partie de l'inconscient, justement celle où le refoulé ne se plie pas au désir du sommeil émané du moi, garde une certaine indépendance par rapport au moi. Cela mène à une conséquence immédiate, il y a donc quand même péril pulsionnel. Et s'il y a péril pulsionnel, il y a quand même nécessité d'un contre-investissement. Donc l'énergie refoulante doit être maintenue aussi pendant le sommeil. Elle est sans doute abaissée, mais elle doit être maintenue pour faire face à ce péril pulsionnel. Et il cite à l'appui de cette thèse le cas où le dormeur renonce au sommeil par peur justement de ses rêves, donc par peur de ses exigences pulsionnelles. Il réenvisage la possibilité pour certaines pensées diurnes de conserver leur investissement. Mais dans la mesure où ces pensées diurnes étaient en quelque sorte les substituts des exigences pulsionnelles, ça revient au même. Il est quand même question d'admettre la transmission de l'énergie depuis l'inconscient jusqu'au préconquis.
Et finalement, il donne la formule suivante, d'abord, formation du désir préconquis du rêve, qui permet à la pulsion inconsciente de s'exprimer, grâce au matériel des restes diurnes préconquis. Là aussi une difficulté que j'ai rencontrée, que nous avons rencontrée, avec le père Bernaer et André Léman, qui m'ont aidé, hier soir, le désir préconquis du rêve, qu'est-ce que c'est ? Lacan, ce qu'il appelle, le désir du rêve, c'est l'élément inconscient. François Perrier. Justement, il dit, il y a d'abord formation du désir préconquis du rêve, je suppose à l'état de veille, qui permet à la pulsion inconsciente de s'exprimer grâce au matériel, c'est-à-dire dans les restes diurnes préconquis. C'est là que vient la question. L'étude de ce désir du rêve, qui m'a embarrassé, parce qu'il en parle tout de suite en tant que désir du rêve, après avoir utilisé le terme désir préconquis du rêve, pour en dire qu'il n'a pas eu besoin d'exister à l'état de veille, et peut déjà posséder le caractère irrationnel propre à tout ce qui est inconscient. On le traduit en termes de conscient. Lacan, ce qui est important. François Perrier, il faut se garder, dit-il, de confondre ce désir du rêve avec tout ce qui est de l'ordre du préconquis. Lacan. Voilà. Remarquez qu'il y a deux façons d'accepter ça, à savoir comme on l'accepte d'habitude après l'avoir lu. C'est comme ça. Il y a ce qui est manifeste, ce qui est latent. Mais on entrera alors dans un certain nombre de complications. Ce qui est manifeste, c'est la composition. Ce à quoi l'élaboration du rêve est parvenue pour faire, très joli virage de son premier aspect. Du souvenir, que le sujet est capable de vous évoquer, c'est extrêmement calé, ce qui est manifeste. Et ce qui le compose, est quelque chose que nous devons chercher et que nous rencontrons d'abord. Et ceci est vraiment ce qui est de l'inconscient, nous le trouvons ou nous ne le trouvons pas, mais nous ne le voyons jamais que se profiler derrière. Comme la forme directrice, si on peut dire, qui a forcé tous les tagesses restants, ces investissements vaguement lucides, à s'organiser. D'une certaine façon, ce qui a abouti au contenu manifeste, c'est-à-dire en fin de compte à un mirage qui ne répond en rien à ce que nous reconstruisons, c'est-à-dire le désir inconscient. Comment est-ce qu'on peut se représenter ça avec mon petit schéma ? Monsieur Hippolyte, d'une façon opportune, m'a forcé en quelque sorte de tout investir un peu au début de cette séance. Évidemment, nous ne réglerons pas cette question aujourd'hui, mais nous verrons jusqu'où ça nous mènera, il faut bien avancer un peu. Il est indispensable ici de faire intervenir ce qu'on peut appeler justement les commandes de l'appareil en tant que la partie mobile de l'appareil, le fameux miroir plan. 172. C'est entendu, le sujet prend conscience de son désir dans l'autre, par l'intermédiaire de cette image de l'autre qui lui donne le fantôme de la propre maîtrise. Et après tout, si de même on peut toujours se livrer à ce jeu, de même qu'il est assez fréquent dans nos raisonnements scientifiques, que nous réduisions le sujet à un œil, nous pourrions aussi bien aussi le réduire à une sorte de personnage instantané dans ce rapport à cette image anticipée de lui-même, indépendamment de son évolution. Mais il reste que c'est un être humain, qu'il est né dans un certain état d'impuissance, et que très précocement les mots, le langage, lui ont servi à quelque chose. Ceci est hors de doute. Ils lui ont servi d'appel, et d'appel des plus misérables quand c'était de ses cris que dépendait sa nourriture. On a assez mis en relief et en relation cette relation, ce moteur niche primitif, pour parler des états de dépendance. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour masquer que tout aussi précocement, cette relation à l'autre est par le sujet nommé. Que la personne telle a un nom, si confus soit-il, qui désigne une personne déterminée. Et que très vite c'est exactement en cela que consiste le passage à l'état humain. À savoir, à quel moment ce qui doit définir que l'homme devient humain, qu'il est un humain. Au moment où, pour si peu que ce soit, il entre dans la relation symbolique. La relation symbolique, je vous l'ai déjà dit, souligné, est éternelle, pas simplement parce qu'il faut qu'il y ait effectivement toujours trois personnes, elle est éternelle déjà en ceci
que le symbole introduit un tiers, élément de médiation, qui en lui-même situe et modifie, fait passer sur un autre plan les deux personnages en présence. Je veux reprendre encore une fois cela de loin, même si je dois aujourd'hui m'arrêter en route. Quelque part, Monsieur Keller, qui vous savez est un philosophe gestaltiste, et comme tel se croit très supérieur aux philosophes mécanicistes, fait toutes sortes d'ironie sur le thème stimulus-réponse. Il dit, c'est tout de même bien drôle de recevoir de Monsieur Intel, libraire à New York, la commande d'un bouquin. Eh bien, si nous étions dans le registre de stimulus-réponse, ma réponse suivrait, j'ai été stimulé. On m'a fait cette commande, et je ferai la réponse. Mais oh, là, dit Keller, en faisant appel à l'intuition vécue de la façon la plus justifiée, ce n'est pas simple. Je ne me contente pas de répondre à cette invite, je suis dans un état de tension effroyable. Écrire cet article, eh bien, c'est en même temps toute la notion gestaltiste de l'équilibre qui ne se retrouvera que quand cette tension aura pris la même forme, la forme de réalisation de l'article. Il y aura un état dynamique, et ce ne sera pas seulement une réponse. Un état dynamique de déséquilibre, du fait de cet appel reçu, qui ne sera satisfait que quand il sera assumé, quand aura été fermé. Le cercle d'or est déjà anticipé par le fait de cet appel, de la réponse pleine. Il est tout à fait clair que ceci n'est nullement une description suffisante. Qu'a supposé le modèle d'or est déjà préformé. Dans le sujet de la bonne réponse, c'est-à-dire si on introduit aussi un élément de déjà là, que de se contenter de ceci, qui presque, à la limite paraît presque une réponse à tout par la vertu dormitive, qu'en tant que le sujet n'a pas réalisé ou rempli le modèle déjà tout inscrit en lui, que ce soit seulement là que soit le registre de relations génératrices de toute l'action. Il n'y a là que la transcription, à un degré plus élaboré, de la réponse de la théorie mécaniciste, ce qui est en quelque sorte la bonne formule ne peut pas méconnaître le registre symbolique qui est celui par où se constitue l'être humain en tant que tel. C'est qu'à partir du moment où M. Keller a reçu la commande et a répondu « oui », a signé cet engagement, M. Keller n'est pas le même M. Keller. Il y a un autre Keller, et aussi une autre maison d'édition, une maison d'édition qui a un contrat de plus, un symbole de plus, de même qu'il n'y a plus le même Monsieur Keller qu'avant, il y a Monsieur Keller engagé. Je prends cet exemple parce qu'il est en quelque sorte grossier, tangible, il nous met en plein dans la dialectique du travail. Mais dans le seul fait que je me définisse, par rapport à un monsieur, son fils, et lui, mon père, il y a quelque chose qui, si immatériel que ça puisse paraître, pèse tout aussi lourd que la génération charnelle qui nous unit, et qui pratiquement, dans l'ordre humain pèse plus lourd. Car avant même que je sois en état de prononcer les mots de « père » et de « fils », et même si lui-même est gâteux et ne peut plus prononcer ces mots, tout le système humain alentour nous définit déjà, avec toutes les conséquences que ça comporte, comme père et fils. La dialectique donc du moi à l'autre et d'or est déjà transcendée, mise sur un plan supérieur. Par ce rapport à l'autre dont je parlais tout à l'heure. Par la seule existence et la fonction de ce système du langage en tant qu'il est plus ou moins identique, mais fondamentalement lié à ce que nous appellerons la règle, ou encore mieux la loi. Cette loi entend que justement elle est quelque chose qui à chaque instant de son intervention crée quelque chose de nouveau, que chaque situation est transformée par l'intervention à peu près quelle qu'elle soit, sauf quand nous parlons pour ne rien dire. Mais même cela, je l'ai expliqué ailleurs, a aussi sa signification. 173. Cette réalisation du langage qui ne sert plus que comme une monnaie effacée que l'on se passe en silence. Cité dans mon rapport 24. Et qui est de Mallarmé, montre une fois de plus la fonction pure du langage, qui est justement de nous assurer que nous sommes. Et rien de plus. Le fait qu'on puisse parler pour ne rien dire est tout aussi significatif que le fait que quand on parle en général, c'est pour quelque chose. Mais ce qui est frappant, c'est que même pour ne rien dire il y a beaucoup de cas où on parle
alors qu'on pourrait bien se taire. Mais alors se taire, c'est justement ce qu'il y a de plus calé. Nous voilà introduits à ce niveau du langage en tant qu'il est immédiatement accolé aux premières expériences, et là pour le coup. Une nécessité vitale qui fait que le milieu vital de l'homme est ce milieu symbolique, à ce rapport du moi et de l'autre. Il suffit de supposer. Et c'est l'intérêt de ce petit modèle, que c'est dans l'intervention de ces rapports de langage que peuvent se produire ces dissociations. Ces virages du miroir, qui se présenteront au sujet dans l'autre absolu, des figures différentes de son désir. C'est dans cette connexion entre le système symbolique, pour autant que s'y inscrit tout particulièrement l'histoire du sujet. Le côté non pas entwicklung, développement, mais proprement Geschichte, ce dans quoi le sujet se reconnaît corrélativement. Dans le passé et dans l'avenir, je dis ces mots, je sais que je les dis rapidement, mais pour vous dire que je les reprendrai plus lentement. Et combien ce passé et cet avenir précisément se correspondent, et pas dans n'importe quel sens, et pas dans le sens que vous pourriez croire et que l'analyse indique, à savoir que ça va du passé à l'avenir. Au contraire, et dans l'analyse justement, parce que la technique est une technique efficace, ça va dans le bon ordre. De l'avenir dans le passé. Contrairement à ce que vous pourrez croire, que vous êtes en train de chercher le passé du malade. Dans une poubelle, c'est en fonction de ce que le malade a un avenir, que vous pouvez aller dans le sens régressif. Je ne peux pas vous dire tout de suite pourquoi. Je continue, c'est justement en fonction de cette constitution symbolique de son histoire. C'est-à-dire de ce qui dans l'ensemble, l'univers des symboles en tant que tous les êtres humains y participent, y sont inclus. Et le subissent, beaucoup plus qu'ils ne le constituent, et en sont beaucoup plus les supports qu'ils n'en sont les agents. C'est en fonction de cela que se produisent et se déterminent ces variations où le sujet est susceptible de prendre ces images variables. Brisées, morcelées, voire à l'occasion inconstituées, régressives de lui-même, qui sont à proprement parler ce que nous voyons. Dans ces vorbides normaux de la vie quotidienne du sujet aussi bien que ce qui se passe dans l'analyse d'une façon plus dirigée. Qu'est-ce que c'est alors, là-dedans, que l'inconscient et le préconquis? Il faudra que je vous laisse là-dessus aujourd'hui, que je vous laisse sur votre faim. Mais sachez quand même la approximation que nous pouvons en donner. Dans cette perspective sous laquelle aujourd'hui nous abordons le problème, nous dirons que ce sont certaines différences, ou plus exactement certaines impossibilités liées à l'histoire du sujet, et à une histoire du sujet en tant que. Justement, il y inscrit son développement. Nous voyons là à revaloriser la formule ambiguë de Freud de tout à l'heure, Letztlich Entwicklungsgeschichte. Limitons-nous à l'histoire, et que c'est en raison de certaines particularités de l'histoire du sujet qu'il y a certaines parties de l'image réelle. Ou certaines phases brusques. Aussi bien, il s'agit d'une relation mobile. Nous avons là un premier développement temporel possible dans l'instantané, dans le jeu intra-analytique, certaines phases. Ou certaines faces, n'hésitons pas à faire des jeux de mots, de l'image réelle, qui ne pourront jamais être donnés dans l'image virtuelle. Tout ce qui est accessible par simple mobilité du miroir dans l'image virtuelle, ce que vous pouvez voir de l'image réelle. Dans l'image virtuelle, tout cela est dans le sens du préconquis. Ce qui ne peut jamais être vu, si vous voulez les endroits où l'appareil grippe, où il se bloque, nous ne sommes plus à ça près de pousser un peu loin la métaphore, ce qui fait qu'il y a une différence. Certaines parties de l'image réelle ne seront jamais vues, ça c'est l'inconscient. Et si vous croyez avoir compris, vous avez sûrement tort. Puisqu'à partir de là vous verrez les difficultés que présente cette notion. Je n'ai pas d'autre ambition que de vous montrer que les difficultés que présente cette notion de l'inconscient, à partir du moment où je vous les définis ainsi, à savoir que, d'une part c'est quelque chose de négatif, d'idéalement inaccessible. Et d'autre part c'est quelque chose de quasi réel. D'autre part c'est quelque chose qui sera réalisé dans le symbolique ou plus exactement qui, grâce au progrès symbolique dans l'analyse, aura été
Et je vous montrerai d'après les textes de Freud que la notion de l'inconscient doit satisfaire à ces trois termes. Pour illustrer le troisième qui peut paraître une irruption surprenante, je vais aller plus loin tout de suite et vous donner ce que j'en pense. N'oubliez pas ceci, que la façon dont Freud explique le refoulement est d'abord une fixation. Mais à ce moment-là il n'y a rien qui ne soit le refoulement comme le cas de l'homme au loup, il se produit bien après la fixation. La Verdrangang est toujours une Nashdrangang. 24 Jacques Lacan, Rapport de Rome, 1953, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, inécrit p. 251. 174. Et alors comment est-ce que vous allez expliquer le retour du refoulé ? Je vous le dis dès aujourd'hui, si paradoxal que ce soit. Il n'y a qu'une façon d'expliquer le retour du refoulé, si surprenant que ça puisse vous paraître, ça ne vient pas du passé, mais de l'avenir. Pour vous faire une idée juste de ce qu'est le retour du refoulé dans un symptôme, il faut reprendre la même métaphore que j'ai glanée dans les cybernéticiens, ça m'évite de l'inventer moi-même, il ne faut pas inventer trop de choses. Qui suppose deux personnages dont la dimension temporelle irait en sens inverse l'une de l'autre, ça ne veut rien dire bien entendu. Et il se trouve tout d'un coup que les choses qui ne veulent rien dire signifient quelque chose, mais dans un tout autre domaine. De sorte que si l'un envoie un message à l'autre, par exemple un carré, le personnage qui va en sens contraire verra d'abord le carré. S'effaçant, si c'est un signal, il verra le signal d'abord en train de s'évanouir avant de voir le signal. C'est en fin de compte ce que nous aussi nous voyons. Ce que nous voyons dans le symptôme, c'est quelque chose qui se présente d'abord comme une trace. Et qui ne sera jamais qu'une trace et restera toujours incomprise jusqu'à ce que l'analyse ait procédé assez loin, jusqu'à ce que nous en ayons réalisé le sens. Et dans ce sens on peut dire qu'en effet, de même que la Verdrangang n'est jamais qu'une Nashdrangang, ce que nous voyons sous le retour du refoulé est le signal effacé de quelque chose qui ne prendra sa réalisation symbolique, sa valeur historique, son intégration au sujet, que dans le futur, et qui littéralement ne sera jamais qu'une chose qui, à un moment donné d'accomplissement, aura été. Vous verrez que les conditions de ce petit appareil que j'essaie. Je vais vous faire une confidence, je l'amenuise en même temps que je vous en parle. J'y ajoute un petit bout tous les jours. Je ne vous apporte pas ça tout fait, comme Minerve. Sortant du cerveau d'un Jupiter que je ne suis pas. Nous le suivrons tout au loin jusqu'au jour où, quand il commencera à nous paraître fatigant, nous le lâcherons. Jusque-là, il peut servir à nous montrer qu'on y voit assez clairement la construction d'une façon vive et arrête et qui ne présente plus de contradiction. Comme Perrier en rencontre tout le temps, dans son texte du moins. Comme ces trois faces nécessaires à la notion de l'inconscient pour que nous la comprenions. Nous en resterons là aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore montré pourquoi l'analyste se trouve à la place de l'image virtuelle, mais le jour où vous aurez compris pourquoi l'analyste se trouve là, vous aurez compris à peu près tout ce qui se passe dans l'analyse. 175. Métapsychologie Scherganzangzur Troonlr, 1915, Table des séances. Fußnote die Bedanachstehenden Abandlingen die Vorliegend sowie Troer und Melancholie stammen aus einer Sammlung, die ich ursprünglich dem Titel zur Vorbreitung einer Metapsychologie in Buchform veröffentlichen wollte. Sei ich lesen ein Arbeiten ein, welch im 3. Jahrgang der Intern. Zeschrift für Ärzte. Psychoanalyse abgedruckt worden sind. Tribund Triebschicksal die Verdrangang das unbewusst. Absicht dieser ist die Klarung und Vertiefung der theoretischen Annahme, die man in einem psychoanalytischen System zugrundlegen genannt. Wir werden beivers en lassant die Erfahrung machen können, wie vorteilhaft für unsere Forschung ist, wenn wir Gewiss-Zustand und Phänomene zur Vergleichung ranziehen, die man als normal vorbilde krankhafte Affektionen auffassen kann. Da un Gehören Affektzustand wie Trauer und Verliebtheit.
aber auch der Zustand des Schlafs und das Phänomen des Traums. Wir sind nicht jeunes, will gedanken daran zu knüpfen, Direction de l'action sanitaire et sociale der Menschheitsnachtlich die Ulan ablegete, die über Senogesogen hat, und etwa die. Ergangsangstuke sener que per organ, so weit es im Gelanganist, de ren Mangelder Kersatz zu decken, also die Brille, Falschenare, anus. Man. Darfinsuffugant, Direction de l'action sanitaire et sociale beim Schlafen en ganz analogant Kleidangsen psychischen Vornam, auf die meisten seiner psychischen Erwerbungen. Versichte und sauvon bedan seitan aus rodentlich anaerangaen die Situation RSTL, welch der Ausgang seiner le bon s'entwickling noir. Das Schlafen ist somatischen Rektivierung des Aufenthalts im Mutterleib mit der Erfüllung der Bedingungen von Ruhelage, Warmut. Resabaltung, will Menschen nehmen im Schlaf die Fetal Körperhaltung wieder ein. Der psychische Zustand der Schlafenden charakterisiert sich durch knausüvelige Zurückziehung aus der Welt der Umgebung und Einstellung als Interesse für SAI. Wenn man die psychoneurotischen Zustand untersucht, wird man veranlasst, in jedem derselben die sogenannten sättlichen Regressionen hervorzuheben, den Betrag des imagentuemlichen Rückgerefonds in der Entwicklung. Man unterscheidet zwei solche Regressionen, die der Ich und die der Libidenentwicklung. Die letztrecht beim Schlafzustand bis zur Erstellung des primitiven Narzissmus, die erste bis zur Stufe der hallusinatorischen Wunschbefriedigung. Was man von den psychischen Charakteren des Schlafzustand weiß, hat man natürlich durch das Studium des Traum erfahren. Zwar an der Traumden Menschen, insofern nicht schlaft, aber kennt doch nicht und dabei auch Charakter des Schlafs selbst zu verraten. Wir haben aus der Beobachtung einige Gentuemlichkeiten des Traumkenangeler, die wir uns nicht verstehen konnten und nan mi leichter Mühe enreen. Können. So wissen wir, der Traum ist absolut egoistisch, und die Person, die in seinen die Hauptrolle spielt, ist immer die eigene zu agnosieren. Das leitet sich nan leicht begrifflicherweise von dem Narzissmus des Schlafzustand ab. Narzissmus und Egoismus folgen zusammen, das Wort. Narzissmus, will nur betonen, Direction de l'action sanitaire et sociale der Egoismus auch ein libidinös Phänomen ist oder, anders auszudrücken, der Narzissmus kann LSD. Libidinöse Ergänzung des Egoismus bezeichnet werden. Ebenso verständlich wird durch die allgemein anerkannt und für rätselhaft gehaltene Diagnostisch, Fähigkeit des Traum, in welchem beginnen Körperleiden oft früh und deutlicher als im Weschenvers pur werden und algerad. Aktuellen Körperenfindungen eines riesenhaft vergrößert auftreten. Diese Vergrößerung ist hypochondrischer Natur, es sei hat zur Voraussetzung, Direction de l'action sanitaire et sociale. Psychisch Besetzung von der Außenwelt auf das eigene Ich zurückgezogen wird, und es sei ermöglicht nan die frühzeitige Erkennung von körperlichen Veränderungen, die im Wackleben nach Wellen bemerkt geblieben waren. Ein Traum zate sein, Direction de l'action sanitaire et sociale etwas Vorging, was den Schlafstoren holt, und gestate sein Sicht in die wie diese Storen abgeworden können. Am Endet der Schlafengetrouung und kann seinen Schlaf fortsetzen, anstelle des inneren Ansprüchs, der Jachen beschäftigen wollt, ist ein außer Erlebnis. Getrotten, dessen Ansprücher le digete worden ist. Ein Traum ist also auch eine Projektion, eine Veraußerlichung eines inneren Vorgangs. Wir erinnern, Direction de l'action sanitaire et sociale. Wir die Projektion bere ein anderer Stelle unter den Mitteln der Aburbegeniereben. Auch der Mechanismus der hysterischen Phobie gipfelt darin.
Direction de l'action sanitaire et sociale das Individuum sich der Geflücht versus vor eine äußeren Gefahr schützen dürft, welche ein die Stelle eins in Rentribensprüche noir. En gründliche Erörterung der Projektionsparen wir ein Aber auf, bis wir zur Erglüsderung einer narzisstischen Affektion gekommen sind, bei welcher dieser Mechanismus die auffälligste Rolle spielt. Auf welchen aber der Vollerbege für worden, Direction de l'action sanitaire et sociale die Absicht zu schlafen en Storang erfahrt. Die Storangen von innere Erregung oder von außerem Reisosgehen. Wir wollen den Mande durchsichtigen und interessanten voll der Storang von ihnen zuerst in Betracht ziehen, die Erfahrung. Et un zéles erregeur des Tromtages rest, donc es agents, welch sich der allgemeinen Abziehung der Besetzungen nicht gefugete und jacher zum Trotz. Ein Jouis mas von libidinösem oder anderem Interesse behalten reben. Der Narzissmus des Schlefs hat also hier von vornherein en Ausnahme. Zulassant müssen, und mit dieser die Traumbildungen. Diese Tages rest lernen wir in der Analyse les latentes Troonge d'encan kennen und müssen SAI. Na qui jenetter ruis u folge der ganzen Situation et les vorbewusst Vorstellungen, et les enjeux riches des systèmes VBW gelten lassen. Die weitere Aufklärung der Traumbildungen nicht on Überwindung gewisse Schwierigkeiten. Der Narzissmus des Schlafzustand bedeutet die Abziehung. Der Besetzung von allen Objektvorstellungen, sowohl der Unbewussten wie der Vorbewussten Anteil derselben. Wenn also Jouis, Tages rest, besetzt. Geblieben sind, so hat bedanken en une Mann, Direction de l'action sanitaire et sociale diese zur Nachtzeit soviel Energie erwerben, sich die Beachtung des Bewusstseins erzwingen. Ministère Genate en une Mann, Direction de l'action sanitaire et sociale die in verbliebene Besetzung Wils schwächer ist, les die in Antakuber noir. Die Analyse über B1. Hier weiter Spekulationen, indem SAI en Agves, Direction de l'action sanitaire et sociale diese Tages resten verstarken aus den Kellen unbewusster Triebregungen bekommen. Müssen, wenn SAI les Traumbildner auftreten sollen. Diese Annahme hat keine Schwierigkeiten, denn wir müssen glauben, Direction de l'action sanitaire et sociale diesen sur. Zwischen VBW und VBW im Schlafserrabegiet, der Verkehr zwischen beiden Systemen also erleichtert ist. Aber einen dies bedanken darf nicht verschwiegen werden. Wenn der narzisstische Schlafzustand die Einziehung alle Besetzungen der System und VBW sur. Folge hat, so entfolge auch die Möglichkeit, Direction de l'action sanitaire et sociale die vorbewussten Tages resten verstarken aus den unbewussten Triebregungen beziehen, die selbst die Besetzungen en das ich abgegeben reben. Die Theorie der Traumbildung läuft hier in einen Widerspruch aus, oder SAI muss durchgehen. Modification der Annahme über den Schlafnarzissmus gerät werden. En solchen krankend Annahme wird, wie sich spate ergeben soll, auch in der Theorie der Dementia praecoxunabwebar. SAI kenner lauten, Direction de l'action sanitaire et sociale der Verdrang tentei des System über dem war mit Schussgeandern Schlafwunsch nicht georcht, sen Besetzungen oder teilweise behalt und sich. Überhaupt infolge der Verdrang ein Jouis mas von Unabhängigkeit war mit geschaffen hat. In weiter Ansprechung müsst euch ein Jouisse. Betrag des Verdrang sofort, der Besetzung, die nicht überaufrechterhalten werden, der Triebgefahr zu begegnen, obwohl die Unzugänglichkeit alle Wege zur Affektentbindung und zur Motilität die der notwendigen Besetzung erheblich herabsetzen mag. Wir würden also dieser Traumbildung führend Situation folgendrar Ausmalung, der Schlafwunsch versucht alva mit geschickten Besetzungen einzusehen. Und einen absoluten Narzissmus herzustellen.
Das Kenner Teilungsgelingen, denn das Verdrängt des Systems voll dem Schlafwunsch nicht. Muss also ausscheiden der Gens besetzungen aufrechterhalten werden und diesen sur zwischen UB und WBW, ou Englisch nicht in Valeur stark. 176. Verblebant. So weit die Herrschaft des Recht dient al System von Besetzungen entleer. Je starke die Übotrie Besetzungen sind, desto labile ist der Schlaf. Wir kennen auch den extrêmement voll, Direction de l'action sanitaire et sociale das ich den Schlafwunsch aufgibt, weil es sich fähig für, die Waren des Schlafs frei gewordenen. Verdrängt en regageants UMN, mi André Noortan, Direction de l'action sanitaire et sociale es auf den Schlaf verzichte, weil es sich vorsenentroment fürchte. Wir werden später die Annahme von der Widersetzlichkeit der verdrängten Regageants et les Folgen schwer schätzen lernen. Verfolgen wir dann die Situation der Traumbildung. Les souhaitant Einbrüchen den Narzissmus müssen wir die vorhin erwähnte Möglichkeit würdigen, Direction de l'action sanitaire et sociale auch einig der Vorbewusstheit denken sich resist. Erweisen und enantai Besetzung festhalten. Die Bedenfall können im Grund identisch sein, die Resistance der Tages rest mag sich auf die Beere. Immokleben bestehend Verknüpfung mi unbewussten Regagen zurückführen, oder est etwas wenige einfach zu, und die nicht ganz entleerten. Tages rest setzen sicherst im Schlafzustand, denk der erleichterten Kommunikation zwischen WBW und UB, mit dem Verdrängten in Beziehung. In Bedenfallen erfolgen an der nachliegend Fortschritt der Traumbildung, es wird der vorbewusste Traumwunsch geformt, welcher der unbewussten Regung ausdrückt gibt in dem Material der vorbewussten Tagesrest. Diesen Traumwunsch sollte man von den Tagesresten scharf unterscheiden, muss im Wakleben nicht bestanden Reben, erkennbare den irrationalen Charakter des gens, den als Unbewusstsein sich treibt, wenn man es jenes bewusst übersetzt. Der Traumwunsch darf auch nicht mit den Wunschregagen verwechselt werden, die sich möglicherweise, aber gewiss nicht notwendigerweise unter den vorbewussten, latenten, Traumgedanken befunden haben. At es aber solche vorbewusst Wunsch gegeben, so gise el sich der Traumwunsch les wirksonst verstärken zu. Es handelt sich nan die wetran Schicksal diese in jem Wesen en unbewussten Triebensprüch. Vertretant den Wunschregung, die sich im WBW les Traumwunsch, Wunscherfüllend Fantasie, gebildet hat. Es sei que enantie Erledigung auf 3. Vers qui den Wegen finden, seit an die Überlegung. Entweder auf dem Wege, der im Wakleben der Normalloire, aus dem WBW zum Bewusstsein. Drangen oder sich mi umgehang de BW direkte motorisch abfürschaffen, oder den unvermuteten Wegnehmen, den an die beobachten wirklich verfolgen lässt. Im ersten Fall würde sei zu eine wenige mit dem Inhalt der Wunscherfüllung, aber das geschieht im Schlafzustand nie. Mit den metapsychologischen Bedingungen der seelischen Prozess so univertro, können wir aus dieser Tatsache vielleicht den Winkant nehmen, Direction de l'action sanitaire et sociale die Völligentleerung eines Systems für Regagen uni ansprechbar macht. Der Zweitfall, die direkte motorische Abfuhr, sollte durch das Nachlich Principos geschlossen sein, denn der Zugang zur Motilität liegt normalerweise nach ein Stück weiter weg von der Bewusstseinssensur, aber kommt ausnahmsweise les Somnambulismus zur Beobachtung. Wir wissen nicht, welche Bedingungen dieser möglichen und warum sich nicht aufige erenie. Was bei der Traumbildung wirklich geschieht, ist ein sehr merkwürdig und ganz unvorhergesehene Entscheidung. Der im WBW angespon und durch
Das Überverstarkte Vorgang nimen en Rückläufig Jean Weg durch das Übersüderdem Bewusstsein sich aufdrangenden Wahrnehmung. Diese Regression ist die Drittphase der Thronbildung. Wir wiederholen hier zur Übersicht die früheren Verstärkung der WBW-Tages Rest durch das Überstellung Thronwunsch. Wir reisen en solch Regressionen topisch zum Interskivon der Voran erwähnten etlichen oder Entwicklungsgeschichtlichen. Die Bedauerungen nicht. Immer zusammenfallen, ten es aber gerade in dem vorliegenden Beispiel. Die Rückwendung des Ablaufs der Erregung vom WBW durch das Übersur. Wahrnehmung ist gleichzeitig die Rückkehr zu der frühen Stufe der halluzinatorischen Wunscherfüllung. Es ist aus der Thronbildung bekannt, in welcher Weise die Regression der vorbewussten Tages Rest bei der Thronbildung vorsichtigt. J'ai donc en Worden dabei. Vorwiegend visuell Bilder umgesetzt, also Vorstellungen auf die entsprechenden Sachvorstellungen zurückgeführt, im Ganzen so, LSOBN. Rücksicht auf Darstellbarkeit den Prozess bescheinigt. Nach volsogene Regression erübrigte en rêvon Beseingen im System über. Beseingen vont s'achrineringen, auf welch der psychisch Primarvorgang wirkt, bis durch den Verdichtung und Verskibung der Beseingen zwischen den Manifestant Romanalt gestaltet. Nor wo die Vorstellungen in den Tages restant frisch, aktuell rest vont. Wahrnehmungen sind, nicht Gedankenausdruck, Worden sei wie Sachvorstellungen behandelt und intelligent an sich den Einflüssen der Verdichtung und Verskibung. Daher die in der Thronbildung gegebene, c'est zur Evidenz bestätigte Regel, Direction de l'action sanitaire et sociale wird unterdan im Tromanalt nicht gebildet. Sondern redan des Throntage, oder sonstigen frischen Eindrücken, auch aus Gelesenem, nach gebildet werden. Es ist sehr bemerkenswert, wie wenn die Tromarbetaen den Vorstellungen festhält, es sei ist jederzeit bereit, die Wort miteinander zu vertauschen, bis es sei einen Ausdruck finde, welcher der plastischen Darstellung die günstigsten Abbiete Fußnote der Rücksicht auf Darstellbarkeit schreibt auch die von Silberer betont und vielig. Von im Überschatztatsache zu, Direction de l'action sanitaire et sociale mange Tromswan y gleichzeitig zu treffend und d'occurrence verskidene de tingen gestaten, von denen Silberer die analytisch, die dir die anagogisches. Es handelt sich dann immer Gedanken von sehr abstrakte Natur, die der Darstellung im Schwierigkeiten bereiten müssten. Man hält sich zum Vergleich etwa die Aufgabe vor, den Letartikel einer politischen Zeitung durch Illustrationen zu ersetzen. In solchen Fällen muss die Tromarbeit den abstrakten Gedankentext erst durch einen konkreteren ersetzen, welcher mit ihm irgendwie durch Vergleich, Symbolik, allegorischen Spielung, am besten aber genetisch verknüpft ist und der Nanaen Material der Tromarbeit. Weird. Die abstrakten Gedanken ergeben die sogenannte anagogische Deutung, die wir bei der Deutungsarbeit leichter erreden als die gently analytisch. Nach einer richtigen Bemerkung von Orang sind gewiss kurzum von analytisch behandelten Patienten die besten Vorbilder für die Auffassung solche Traummimmerfascher Deutung. In diesem Punkt setzt sich an der Unterscheidung zwischen der Traumarbeit und der Schizophrenie. Bei letzterer werden die Worte selbst, in denen der vorbewusst Gedankosgedrücktoire, Gegenstand der Bearbeitung durch den Primarvorgang, im Traum sind nicht die Worte, sondern die Sachvorstellungen, auf welche die Worte zurückgeführt wurden. Der Traum kennt topische Regression, die Schizophrenie nicht, beim Traum ist der Verkehr zwischen WBW, Beseingen und Sachbeseingen frei, für die Schizophrenie bleibt charakteristisch, Direction de l'action sanitaire et sociale Expertise.
Der Eindruck diese Verschiedenheit wird gerade durch die Drohung de Tingen, die wir in der psychoanalytischen Praxis wahrnehmen, abgeschwächt. Indem die Drohung de Tingen den Verlauf der Traumarbeit aufspür, die Wege wertvoll, die von den latenten Gedankens u den Traumelementen führen, die Ausbeutung der Wortzuedigkeiten aufdeckt und die Wortbrückens zwischen verschiedenen Materialkreisen nachweist, macht es einen bold witzigsten, bold. Schizophrenen Eindruck und lasten daran vergessen, Direction de l'action sanitaire et sociale à l'opérationnel ein Worten für den Traumner Verbreitung zur Regression sind. Die Vollendung des Traumvorgangs liegt darin, Direction de l'action sanitaire et sociale der regressive verwandelt, zu einer Wunschfantasie Girbete Gedanken altels ähnlich. Wahrnehmung bewusst wird, wobei die Sekundärbearbeitung erfahrt, welcher jede Wahrnehmungsinhalt unterliegt. Wir sagen, der Traum wünscht wird. Halluciniert und finde les Hallucinations den Glauben an die Realität seiner Erfüllung. Gerade an dieses abschließende Stück der Traumbildung knüpfen sich. Die starksten Unsicherheiten, zu deren Klärung wir den Traum in Vergleich mit ihm verwandten pathologischen Zuständen bringen wollen. Die Bildung der Wunschfantasie und deren Regression zur Hallucination sind die wesentlichsten Stücke der Traumarbeit, doch kommen es ihm nicht. Ausschließend zu. Wir finden es sich ebenso bei so krankhaften Zuständen, bei der akuten hallucinatorischen Verwahrheit, der Amantia. Männer, und in der hallucinatorischen Phase der Schizophrenie. Das hallucinatorische Delir der Amantia ist ein deutlicher Wunschfantasie. Oft völlig Jordanei wie ein schöner Tagtraum. Manche und ganz allgemein von einer hallucinatorischen Wunschpsychose sprechen und es sei idem Traum wieder. Amantia in Gleichgewicht zu erkennen. Kommen aus Traum vor, welcher aus nicht anderem als aus sehr rechaltigen, unanstalten Wunschfantasie am besten. Die hallucinatorische Phase der Schizophrenie ist mandegat studiert, es sei in der Regel zusammengesetzt netter zu. 177. 5. Dürft aber im Wesentlichen en Restitutionsversuchen sprechen, der die libidinöse Besetzung zu den Objektvorstellungen zurückbringen. Will fürs not les ersten solchen Versuchen wir in der Abhandlung über das Unbewusst die Überbesetzung der Vorstellungen kennengelernt. Die anderen hallucinatorischen Zustände bei mannigfaltigen pathologischen Affektionen kann ich nicht zum Vergleich ranziehen, wie ich hier werde. Überregene Erfahrung verfügen die anderer verwerten kann. Machen wir en klar, Direction de l'action sanitaire et sociale die hallucinatorische Wunschpsychose im Traum oder an der Wahrnehmung eines wegen einander Fälle und Lestingen vollzieht. Es sei brin. Nicht nur verborgen oder verdrängt Wunsch zum Bewusstsein, sondern stelle sei auch ante volem Glauben les erfüllbar. Gilt dieses Zusammentreffen überstehen. Man kann keineswegs behaupten, die unbewussten Wunsch müssten für Realität gehalten werden, nachdem es einmal bewusst geworden sind, denn unser Urteil ist bekanntermaßen sehr wohl am Stand, Wirklichkeiten wonach so intensiven Vorstellungen und Wünschen zu unterscheiden. Das Janschen est gerechtfertigen Direction de l'action sanitaire et sociale der Realitätsglobalen die Wahrnehmung durch die Sinn geknüpft ist. Wenn einmal ein Gedanke den Weg zur Regression bis zu den unbewussten Objekterinnung spüren und von der bis zur Wahrnehmung gefunden hat, so anerkennen wir. Sen Wahrnehmung ist real. Die Hallucination bringt also den Realitätsglobal mit sich. Freut sich an, welches die Bedingung für das Zustand kommen eine Hallucination ist. Die erste Antwort würde lauten, die Regression, und somit die Frage nach der Entstehung der Hallucination. Doch die nach dem Mechanismus der Regression ersetzen.
Die Antwort darauf brochten wir für den Traum nicht lange Studis übelban. Die Regression der WBW Tronge d'Encans den Sachrinerangsbilder nicht offenbar die Folge der Anziehung, welche diese Übertrieb repräsentanten ZB. Verdrang der Lebenserinnerungen auf die Inward gefassten d'Encans Uben. Alain wir Merkenbold, Direction de l'action sanitaire et sociale wir auf Falschfahrt et geraten sind. War das? Je aime ni der Hallucination qui nen dir zeles das der Regression, so müsst gd genug intensive Regression en Hallucination mi Realitätsgloban. RGben. Wir kennen aber sehr wohl die Fall, in denen ein regressives Nachdenken sehr deutlich visuelle Erinnerungsbilder zum Bewusstsein bringt, die wir darum können Augenblick für reale Wahrnehmung halten. Wir können tant un solch sehr wohl vorstellen, Direction de l'action sanitaire et sociale die Traumarbeit bis zu solchen Erinnerungsbildern worden, an die bische unbewusst macht und an den Wunsch Fantasie vorspiegel, die wir senusti empfinden, aber nicht alles die reale Erfüllung des Wunschs erkennen würden. Die Hallucination muss also mehr sein als die regressive Belebung der an sich über Erinnerungsbilder. Halten wir an vor, Direction de l'action sanitaire et sociale et von grosse praktischer Bedeutung ist, Wahrnehmungen von so intensiv erinnerten Vorstellungen zu unterscheiden. Einser Genses Verhalten zur Außenwelt, zur Realität, und von diese Fähigkeit ab. Wir haben die Fiction aufgestellt, Direction de l'action sanitaire et sociale wir diese Fähigkeit nicht immer besaßen und Direction de l'action sanitaire et sociale wir zu Anfang ganz le wirklich das befriedigende Objekt hallucinierten, wenn wir das Bedürfnis im verspürten. Aber die Befriedigung blieb in solchem Fall aus, und der Misserfolg muss ein sehr bold Bewegung haben, en Richtung zu schaffen, mit deren Hilfen. Solch Wunschwahrnehmung von einer reellen Erfüllung unterschieden und im Weiteren vermieden werden können. Wir haben mit anderen Worten sehr frühzeitig die hallucinatorische Wunschbefriedigung aufgegeben und nach der Realitätsprüfung eingerichtet. Die Frage sich nan, woran bestand diese Realitätsprüfung, und wie bringt die hallucinatorische Wunschpsychose des Traums und der Amantia UDGL. Zustand, SAI aufzuheben und den alten Modus der Befriedigung wiederherzustellen. Die Antwort lässt sich geben, wenn wir nan darangen, das dritte unserer psychischen System, das System BW, welches wir bisher am WBW nicht scharf gesonder haben, näher zu bestimen. Wir haben ein in der Traum de Tangenskliessen müssen, die Bewusstwahrnehmung als die Leistung eines besonderen Systems in Anspruch zu nehmen, dem wir gewiss merkwürdige Eigenschaften zugeschrieben haben und mit guten Gründen nach weitere Charakter belegen werden. Dieses dort W genannte System bringen wir zur Deckung mit dem System BW, ein dessen Arbeit in der Regel das Bewusstwerden hängt. Nach immer aber deckt sich die Tatsache des Bewusstwerdens nicht völlig mit der Systemzugehörigkeit, denn wir haben ja erfahren, Direction de l'action sanitaire et sociale sind ähnlich. Erinnerungsbilder bemerkt werden können, denen wir unmöglichen psychischen ORT im System BW oder W suggestieren können. Allein die Behandlung diese Schwierigkeit darf wiederum aufgeschoben werden, bis wir das System BW selbst als Mittelpunkt unseres Interesses einstellen können. Für unseren gegenwärtigen Zusammenhang darf an die Annahme gestattet werden, Direction de l'action sanitaire et sociale die Hallucination in eine Besetzung des System BW, bestet, die aber nicht wie normal von außen, sondern von innen erfolgt, und Direction de l'action sanitaire et sociale SAI zur Bedingung hat, die Regression müsse so weit gehen, Direction de l'action sanitaire et sociale SAI das System selbst
Erreichung sich dabei über die Realitätsprüfung hinaussetzen. Wir haben in einem früheren Zusammenhang, Tribund Triebschicksal, für den nachhilflosen Organismus die Fähigkeit Prüfgenommen, Mittelsener. Warnemmingen es die Orientierung in der Welt zu schaffen, indem außen und innen, nach der Beziehung zu einer Muskelaktion unterscheidet. En Warnemming, die durch eine Aktion zum Verschwinden gebracht wird, ist es außer, Realität erkennende, solche Aktion nicht anders. Comme die Warnemming aus dem Körper erinnern, es sei ist nicht real. Es ist dem Individuum vervol, Direction de l'action sanitaire et sociale et ein solchen Zechen der Realität. Besitz, welches gleichzeitig eine Behilfsgegen sei bedeutet, und es wollen mit ähnlicher Macht gegen sen oft unerbittlichen Triebansprüche. Ausgestattet. Darum wende es solch Mühe daran, was im von ihnen beschwerlich wird, nach außen zu versetzen, zu projisieren. Diese Leistung der Orientierung in der Welt durch Unterscheidung von innen und außen müssen wir nach einer eingehenden Erklärung des Elischen. Apparat dem System BW, Alain Zuescreban. BW muss über eine motorische Innervation verfügen, durch welche festgestellt wird, obidi. Warnemming zum Verschwinden zu bringen ist oder sich resist verhält. Nicht sind dir diese Einrichtung braucht die Realitätsprüfung süßen. Fußnote über die Unterscheidung einer Aktualität von einer Realitätsprüfung sie eins Patrerstelle. Nares darüber können wir nicht aussagen, da Netter und Arbeitsweise des System BW nach Zueni bekannt sind. Die Realitätsprüfung werden wir in der großen Institutionen des Itchers die bekannt geworden sind zwischen den psychischen Systemen einstellen und erwarten, Direction de l'action sanitaire et sociale und die Analyse der narzisstischen Affektionen in dir. Solche Institutionen auf Südeken verhilft. Hingegen können wir Changes aus der Pathologie erfahren, auf welches die Realitätsprüfung aufgehoben oder aus Tätigkeit gesetzt werden kann, und zwar werden wir es in der Wunschpsychose, der Amantia, eindeutig erkennen es am Traum, die Amantia ist die Reaktion auf einen Verlust, denn die Realität behauptet, der aber war Micheles unerträglich verlöhnt werden soll. Darauf bricht das Ich die Beziehung zur Realität ab, es ansieht dem System. Der Warnemmingen BW die Besetzung oder vielleicht besseren Besetzung, deren besondere Netter nach Gegenstand eine Untersuchung werden kann. Mit dieser Abwendung von der Realität ist die Realitätsprüfung bestätigt, die Verdrängten, durch bewussten Wunschfantasien können jenes System verdrängen und werden von daraus besser Realität anerkennen. En solchen Ziehung darf den Verdrängungsvorgang beordnet werden, die Amantia bietet an das interessant Schauspiel eine Anzuhörung des Itchers mit einem Senerorgan, welches im vielleicht am getreesten diente und am innigsten verbinden war Fußnote manchen von hier aus die Vermutungen, Direction de l'action sanitaire et sociale aus die toxischen Hallucinosen, ZB das Alkoholdelirium, in Enologe wes überstehen sind. Der unerträgliche Verlust, der von der Realität auferlegt wird, war eben der des Alkohol, Zuführung desselben die Halluzinationen auf. Was bei der Amantia die Verdrängung leiste, das macht beim Traum der freiwillig Versicht. Der Schlafzustand will nicht von der Außenwelt wissen, interessiert sich nicht für die Realität oder nur insoweit, lässt das Verlassen des Schlafzustand, das Erwachen, in Betracht kommen. Sieht also auch die Besetzung. Vom System BWAB, wie von den anderen Systemen, dem WBW und dem UBU, soweit die in einer vorhandenen Positionen dem Schlafwunsch gehorchen. Mit dieser Anbesessenheit des System BW ist die Möglichkeit einer Realitätsprüfung aufgehoben, und die Erregungen, welche vom Schlafzustand unabhängig
178. Den Weg der Regression eingeschlagen haben, werden ja schon frei finden bis zum System BW, in welchem SAILS unbestrittene Realität gelten werden. Fußnote: Das Prinzip der Unerreichbarkeit am besetzte System erschien hier für das BW, aus Kraft gesetzt. Aber erkennt sich nur teilweise. Aufhebung der Besetzung Handeln, und gerade für das Wahrnehmungssystem werden wir en Anzahlung Erregungsbedingungen annehmen müssen, die von den anderer System weit abweichen. Der einzige Testandcharakter dieser metapsychologischen Erörterungen soll natürlich in keiner Weise verskleiert oder beschönigt werden. Erst weitere Wertefangungen zu einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit führen. Für die hallucinatorische Psychose der Dementia précox werden wir aus unseren Erwägungen ableiten, Direction de l'action sanitaire et sociale SAI nicht zu den Eingangssymptomen der Affektion geranken. SAI wird erst ermöglicht, wenn das Ich des Kranken so weit zerfallen ist, Direction de l'action sanitaire et sociale die Realitätsprüfung nicht mehr die Hallucination verhindert. Zur Psychologie der Trauung geralten wird das Resultat, Direction de l'action sanitaire et sociale als wesentlichen Charakter des Traum durch die Bedingung des Schlafzustand determiniert werden. Der ältere Aristotle behält mit seiner unschiebbaren Aussage, der Traum sei die Seelisstatigkeit des Schlafenden, in allen Stücken recht. Wir können ausführen, ein Rest von seelischer Tätigkeit, dadurch ermöglicht, Direction de l'action sanitaire et sociale sich der narzisstische Schlafzustand nicht ausnahmslos durchsetzen ließ. Das Lotegia nicht viel anders, was Psychologen und Philosophen von gesagt haben, ruht aber auf ganz abweichenden Ansichten über den Bau und die Leistung des seelischen Apparats, die den Vorzug von früheren haben, Direction de l'action sanitaire et sociale sei auch allein Leiten des Traum unserem Verständnis nahebringen. Können werfen wir am Ende einen Blick auf die Bedeutung, welchen Topik des Verdrängungsvorgangs für unsere Einsicht in den Mechanismus der seelischen Störungen gewinnen. Beim Traum betrifft die Anziehung der Besetzung, Libido, Interesse, als System gleichmäßig, bei den Übertragungsneurosen wird. Die WBW-Besetzung zurückgezogen, bei der Schizophrenie die des Übel, bei der Amantia die des BW.